je pensais que cette question de la représentation que nous avons de notre corps et justement comment, c'est un peu une des questions, je crois, qu'on nous invitait à traiter au cours de cette soirée, c'est comment l'âme, en quelque sorte, remodèle son corps. Et il y a évidemment un roman parfait pour réfléchir à cette question, c'est le roman de Stevenson, L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Alors, il se trouve que j'ai relu ce roman il n'y a pas très longtemps. Et il y a deux petites phrases que je vais vous lire qui appartiennent à la dernière partie du roman. C'est le témoignage du Dr Jekyll lui-même qui raconte comment il a eu l'idée de cette invention terrible, comment il l'a expérimenté sur lui-même et donc comment ce charmant Dr Jekyll s'est transformé en ce monstre qui est Mr Hyde. Alors il raconte « Je découvris dans certains agents », alors il parle des ingrédients de la potion qu'il va prendre pour se transformer, « je découvrais dans certains agents le pouvoir d'ébranler et d'arracher ce vêtement de chair comme le vent peut le faire des rideaux d'un pavillon. » Et puis quelques lignes plus bas, « Qu'il me suffise donc de dire d'une part que je constatais que le corps dont la nature m'avait affublé n'était qu'un vulgaire halo, la simple émanation de certaines des forces qui constituent mon esprit. » Et ce qui m'a beaucoup frappé à la relecture de ce passage, c'était en quelque sorte l'extrême fragilité de ce corps tel que Jekyll en parle. Il dit que ce vêtement de chair, finalement, n'a pas plus de consistance qu'un rideau. Ensuite, il dit même un vulgaire halo. Donc, c'est quelque chose de presque immatériel. Il y a une évanescence de l'image même de ce corps qui le représente. Et ça aussi, ça m'a beaucoup intéressée parce que, me semble-t-il, je ne crois pas que nous ayons de notre propre corps véritablement une perception, sauf dans un cas, je crois, qui est le cas de la douleur, une perception qui fasse l'économie de l'image. Je crois qu'une douleur, et une douleur vive, est en effet ressentie par le corps, et là vous fait prendre conscience que vous avez une jambe très lourde qui est très douloureuse à soulever, ou moi ça m'arrive souvent, un mal de tête terrible qui fait que je ne peux plus bouger la tête. Là j'ai conscience que mon corps est quelque chose qui a du volume, et là j'ai vraiment conscience du corps en tant que tel. Sinon, et je crois que même dans, disons, des situations qui sont des situations de plaisir, et même de plaisir extrême, je crois que nous passons quand même beaucoup par le fantasme pour percevoir, y compris notre corps dans le plaisir. Bon. Alors, j'ai commencé à parler de mes maux de tête. Je vais non pas parler de ma sexualité, mais parler d'une expérience que j'ai faite justement de ma propre image, c'est-à-dire que, en effet, comme Raphaël l'a rappelé, il y a maintenant un certain nombre d'années, j'ai publié un livre qui s'intitule « La vie sexuelle de Catherine M », donc où, au travers des mots, j'exposais mon corps dans sa plus grande intimité. Et puis il se trouve que, simultanément à la sortie de ce livre, mon mari Jacques Henrique avait publié un livre aussi dont les illustrations étaient des photos de moi, pour l'essentiel des photos de moi nue. Bon. Donc je me suis trouvée très exposée à la fois au travers des mots, au travers des images. Et ça a été pour moi une expérience assez intéressante, je dois dire. J'ai pris conscience de choses auxquelles je n'avais pas encore réfléchi jusqu'alors. D'abord, cette image qui s'est diffusée, qui a été médiatisée, que j'ai retrouvée dans les commentaires des journalistes,
que j'ai retrouvé aussi ma propre image quand il y avait des photos de moi faites par des photographes, des magazines qui étaient reproduites et que je voyais, que je découvrais. C'était une image complètement diffractée. Je veux dire, ça aurait été très difficile pour moi à ce moment-là de me donner à moi-même une propre représentation de mon corps, parce que je dois dire que j'ai tout vu, tout entendu comme commentaire sur ce corps qui est censé être le mien, mais qui bien souvent m'apparaissait comme simplement le retour du regard des autres sur ce corps et de l'image qu'ils s'en faisaient, en fait. Bon. Et d'ailleurs, souvent, les gens me posaient la question, on me disait mais vous n'êtes pas gêné de vous exposer comme ça, par exemple. Alors, surtout pour les... Bon, j'avais mon discours tout préparé, évidemment, en ce qui concernait le livre, mais en ce qui concernait les images, comme ça, on me disait mais les images, ça ne vous gêne pas ces photos de vous, nus, qu'on voit partout. Et je disais non, parce que, en fait, ce n'est pas des photos de moi, c'est des photos de Jacques. Il y a cette ambiguïté de la préposition en français. C'est une photo de Catherine ou c'est une photo de Jacques? C'est difficile de décider. Et du coup, j'ai noté comme ça, parce que je m'intéresse beaucoup à ce que Marie-Josée Monzin a pu écrire sur l'image, sur la photographie, sur l'image. Parce que, du coup, moi, j'ai fait cette expérience, comme je le racontais à l'instant, et je veux dire que ça m'a amusée. Cette image diffractée de moi-même m'a amusée. Et je comparais ma réaction à celle d'autres personnes autour de moi qui se trouvaient dans une situation comme ça, de médiatisation de leur personne. Et j'étais frappée que souvent les personnes sont au contraire très vigilantes sur les images qu'ils vont donner d'eux-mêmes, qu'ils s'y sont très attachés. Et j'ai toujours trouvé que c'était en pure perte, parce que de toute façon, quelqu'un je ne parle pas de moi là, mais quelqu'un de très médiatisé, comment pourrait-il maîtriser son image? Forcément, cette image, c'est les autres qui se l'approprient. Et donc, il y a une citation c'est pas une citation vraiment, mais je fais référence à Marie-Josée Monzin qui a souligné que ceux qui se croient propriétaires de leur image, d'ailleurs c'est une grande question ça, de droit, il y a le droit à l'image aujourd'hui, donc elle dit que ceux qui se croient propriétaires de leur image sont en fait possédés par elle les fascine, ils croient en l'identification de leur personne et de leur image. Voilà. Et je trouve que c'est un commentaire particulièrement juste. Alors, je dois dire que cette expérience que j'évoquais, ça a fait chuter très très bas mon narcissisme. J'ai réglé la question définitivement. Et alors, Salvador Dali m'a beaucoup servi, en fait, dans ma réflexion là-dessus, parce que il m'avait précédé. Et bien sûr, il a été sûrement beaucoup plus médiatisé que moi. Et il a énormément joué avec son image, et d'une manière extrêmement intelligente. Et ce jeu qu'il avait justement avec les journalistes, avec les médias en général, de jouer un personnage qui n'était pas toujours le même personnage, c'était, et il y a des textes de lui qui l'expliquent très bien, c'était une façon de retourner au public ces images que ce public se faisait de lui. Et l'illustration de ça, c'est qu'il y a des photos de Salvador Dali en habit de clown, magnifique habit du clown blanc, vraiment très, très, très bel habit. Et bien, il a endossé évidemment cet habit après que les autres les traitaient de clown. Voilà. Vous dites que je suis un clown, alors je vais me présenter à vous avec le costume du clown. Et j'ai fait un livre sur Salvador Dali, et cette fréquentation de Dali, vous savez, Dali a aussi peint un tableau célèbre qui est une représentation de Narcisse. Et il y a un très joli poème aussi de Salvador Dali, dont j'avais retenu
un vers pour faire le titre d'un des chapitres du livre. C'est Narcisse, tu perds ton corps. Surtout lorsque le reflet, il n'est pas dans l'eau calme d'un lac, comme le Narcisse du mythe, mais quand c'est, comme je le disais tout à l'heure, toutes ces images tellement différentes les unes des autres, parce que interprétées par chacun des photographes qui vous a pris en photo, là, en effet, votre corps, il vous échappe. En tout cas, l'image que nous en avons, elle s'éparpille, en quelque sorte. Alors, je vais terminer parce que... non, je vais dire encore je vais encore faire quelque chose. J'ai travaillé sur Dali et j'ai travaillé beaucoup sur Warhol. Et là aussi, Andy Warhol, la question du narcissisme, il l'a posée. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'on ne faisait plus de portraits. Il a fait beaucoup de portraits. Et je dois dire qu'il a des fois soigné ses modèles, si j'ose dire. Et lui-même il a aussi dans son journal, dans les entretiens, il a parlé de son propre narcissisme. Et là aussi, ce qui me frappait beaucoup, c'était cette distance à la fois. À la fois, il parle de son narcissisme. Il y a des pages entières parce qu'il se préoccupe d'avoir, je ne sais pas, un bouton sur la figure ou je ne sais pas quoi. Non, il n'était pas content de son nez. Il a recouru à la chirurgie esthétique, il n'était pas content de son nez. Et puis en même temps, il faut bien constater qu'il s'est promené presque toute sa vie avec une perruque sur la tête qui était la plupart du temps mise de travers. Donc le narcissisme est parfois très, très contradictoire. Et pourquoi je parlais de Warhol ? Parce que Warhol, justement, au travers de la nature de son art, qui était de ramener tous ces modèles, quand c'était des portraits, à des images complètement plates, ça m'a intéressée par rapport... alors là, je suis allée chercher la gnose, parce que, en fait, ce sont les gnostiques qui ont avancé cette idée que, tels que nous sommes là, tous autant que nous sommes dans le monde, nous ne sommes qu'une projection d'un être essentiel qui existe dans un autre monde. Et le terme déikon servait, c'est-à-dire l'image, servait à désigner ce que nous appelons notre corps, et au-delà de notre corps, notre personne. C'est-à-dire que déjà, comme dans l'art de Warhol, en quelque sorte, la personne n'est déjà qu'une image, n'est qu'un reflet. Voilà. Il y a des phrases comme ça, des citations de Warhol sur la question du miroir, du reflet, du fait que nous ne sommes que des reflets. Ça rejoint complètement cette théorie gnostique de l'éikon, c'est-à-dire que nous ne sommes que des images, nous ne sommes que des reflets d'un être qui des fois est appelé l'homme essentiel, des fois l'homme réel, ou alors l'homme de lumière. C'est très beau parce que ça rejoint le halo tout à l'heure de Stevenson. Bon, c'était les exemples, voilà, que je voulais évoquer là avec vous ce soir, et je vais terminer parce qu'il me faut une chute quand même. Je vais évoquer un autre auteur dont la lecture m'avait beaucoup marqué à un moment donné, c'est Maurice Lénart, qui était un ethnologue, aussi un peu linguiste, puisqu'il a beaucoup étudié la langue des Kanaks, avec qui il a vécu pendant de nombreuses années, et qui était d'ailleurs aussi pasteur, donc qui était là aussi pour les convertir à sa religion. Et c'est en étudiant la culture kanak
et notamment donc le langage des Kanaks, qu'ils s'étaient rendus compte qu'il n'y avait pas véritablement de mots pour désigner la personne, car dans le vocabulaire des Kanaks, la personne était toujours pensée dans sa relation à l'autre. C'est-à-dire, c'est pas moi, c'est ce qui est en rapport avec mon père, ce qui est en rapport avec ma mère. Voilà, la personne est toujours pensée dans une relation, de même qu'il y a une continuité entre, là aussi dans la pensée kanak, qu'il y avait une continuité entre l'humanité et la nature qui entourait ces hommes. Et il y a un petit passage comme ça dans ce livre de Maurice Lénard qui s'appelle Do Camo, la personne et le mythe dans le monde mélanésien, qui est extrêmement frappant parce qu'il rapporte la conversation qu'il a eue avec un vieux Kanak qui était devenu un ami. C'était un homme qui l'avait converti à sa religion, qu'il connaissait bien. Et donc un jour, Lénard lui dit, bah voilà, évidemment, lui, homme missionnaire, représentant de Dieu, dit à ce Kanak, en somme, ce que nous vous avons apporté, c'est la notion d'esprit. Et le Kanak a répondu, l'esprit, nous savions déjà l'existence de l'esprit. Ce que vous nous avez apporté, c'est le corps. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Parce que Lénard dit aussi ailleurs dans ce même livre que le Kanak n'avait pas notion, avant donc cette évangélisation, il n'avait pas notion de la personne différenciée. Hein, comme ça apparaissait finalement dans la langue, qu'il était donc uniquement dans sa relation aux autres et aux choses. Donc vous voyez bien comment cette relation aux autres, aux choses, ça a été le contenu de mon petit discours ce soir devant vous, ce que pouvaient représenter les images que je vous ai montrées. Donc, si je relis maintenant ce petit passage de Lénard, je me sens un peu dans la peau d'un Kanak, et ce que je ne suis quand même pas évidemment, mais qui m'amène à penser que, en fait, nous sommes complètement encore habités par ces formes ces pensées de la personne très primitive, et qui nous enchaînent comme ça encore, qui d'une part nous enchaînent encore aux autres, et qui d'autre part, en fait, dans cet enchaînement aux autres, nous fait éclater, nous fait exploser notre personnalité. J'étais très frappée dans ce que vous disiez tout à l'heure par le fait que des gens aient recours à la chirurgie esthétique pour se trouver eux-mêmes. Mais on n'a pas à se trouver. Nous sommes un être, nous sommes se trouver, c'est en permanence s'arracher à la dispersion qui nous menace et qui est finalement peut-être notre état premier. Voilà. J'ai fini. Merci.